Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons une experte du climat, Valérie Masson-Delmotte, qui est membre du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, que l'on appelle aussi le GIEC. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette interview, Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Bonjour. Notre première question, Valérie Masson-Delmotte, c'est comment va votre planète? Est-ce qu'elle va bien? Eh bien, le travail des scientifiques du climat montre que cette planète, elle subit des changements climatiques qui sont généralisés, depuis le haut de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan, depuis les régions tropicales jusqu'aux régions polaires, des changements qui sont rapides par rapport aux variations naturelles passées et qui s'intensifient dans toutes les régions du monde. Et puis, cette planète, les changements qui sont vécus, ce sont des changements qui affectent le vivant, aussi bien dans l'océan qu'à la surface des terres où on habite. Et le point le plus important, c'est que les connaissances les plus récentes montrent que c'est sans équivoque, que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique et de toutes ces caractéristiques. Donc, en ajoutant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on piège de la chaleur qui ne part plus vers l'espace. Et donc, ça conduit à une accumulation de chaleur. Le plus gros rentre dans l'océan, près de 90%. Et l'océan, il va mettre des siècles à se mélanger. Et ça rend le changement climatique qui a déjà eu lieu irréversible à très long terme. Une partie de la chaleur supplémentaire rentre dans les sols. Alors, peut-être certains d'entre vous ont des caves pour stocker du vin. Ça se voit aussi dans les caves. Ça entraîne un dégel des sols gelés. Et puis, une partie également entraîne la fonte du manteau neigeux, de la glace de mer près de l'Arctique, une fonte généralisée des glaciers, une fonte plus marquée du Groenland, un écoulement plus rapide de l'Antarctique. Et puis, une petite partie de cette accumulation de chaleur, seulement 1%, c'est le réchauffement de l'air. On en est maintenant à environ 1,1 degré de réchauffement, mesuré à la surface terrestre, depuis la fin du 19e siècle. Et notre meilleure estimation, c'est que c'est intégralement dû aux conséquences des activités humaines. Donc avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Donc peut-être ce qui est important, ce n'est pas seulement la planète en tant que telle, mais c'est nous, en fait, là où nous vivons. Et ce que l'on voit, c'est que le changement climatique, il affecte toutes les régions de la Terre de multiples manières. Des tendances de température, de pluviométrie, des extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses, des événements de pluie torrentielle, également plus fréquents, plus intenses, dans des régions comme en Europe de l'Ouest ou autour de la Méditerranée, une intensification également des sécheresses. Et donc, nous vivons avec ce climat qui évolue du fait des conséquences des activités humaines. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que l'on est sûr que ce sont les activités humaines justement qui sont responsables de cet effet de serre additionnel? Alors, sur l'effet de serre lui-même, c'est assez simple. La première chose, c'est d'abord de voir l'évolution de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On le mesure directement depuis quelques décennies, et puis on a des archives, en particulier dans les bulles d'air piégées dans les glaces polaires sur près de 800 000 ans. Donc, la première chose qu'on observe, c'est une hausse très rapide depuis la révolution industrielle, et une hausse qui est inédite en fait en termes d'amplitude, en termes de vitesse, depuis plus de 800 000 ans. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. La deuxième chose, c'est qu'on a des inventaires sur, en particulier, l'utilisation d'énergies fossiles. On sait quelle quantité de charbon, de pétrole, de gaz ont été brûlés. Et on a également une bonne compréhension de la déforestation. Et donc, ce que l'on comprend, c'est à quel point nous perturbons vraiment profondément la composition de l'atmosphère. On met près de 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année dans l'atmosphère. Il y en a une partie qui y reste, à peu près la moitié, et puis une autre partie qui rentre dans l'océan, qui s'acidifie, et une autre partie, à peu près un tiers, qui est repris par la végétation et les sols. Donc on comprend bien en fait à quel point on perturbe ce cycle du carbone. Il est certain que cela vient de la combustion d'énergie fossile pour le CO2. Et on en est certain par un ensemble d'approches, donc ces inventaires, cette compréhension de ce que devient le carbone supplémentaire qu'on émet,
qu'on émet, et puis aussi des indicateurs un peu plus subtils, les rapports en fait des molécules lourdes et légères, du carbone qu'on retrouve dans l'atmosphère, l'analyse de ce CO2 qui prouve en fait que la hausse elle est due à du carbone fossile. Par ailleurs, on a une compréhension vraiment bien avancée des transferts de rayonnement dans l'atmosphère. Cette physique, elle est établie depuis le 19e siècle. Elle permet de comprendre en fait comment chaque constituant qu'on met dans l'atmosphère interagit avec les échanges de rayonnement, et en particulier le rôle de molécules comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, et leur propriété assez extraordinaire d'absorber une partie du flux de chaleur de la Terre et de la réémettre. Et puis plus ces gaz sont hauts dans l'atmosphère, plus ils se trouvent à des températures plus froides, et donc ils en réémettent moins vers l'espace à mesure qu'on est plus haut dans l'atmosphère. Et donc cette interaction entre le profil de température dans l'atmosphère et la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre qui joue un rôle clé dans les flux de rayonnement. Cette même physique, on l'utilise pour comprendre le climat de Mars ou le climat de Vénus. C'est vraiment solidement établi. Donc il est certain que ce sont les activités humaines qui ajoutent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il est certain que quand on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on a un effet réchauffant. Et puis, sur l'évolution de la température, donc de la même manière, le réchauffement depuis la fin du 19e siècle, c'est une rupture par rapport aux petites variations naturelles du climat au cours des 2000 ans précédents. C'est aussi le cas pour la montée du niveau des mers, qui accélère. C'est une rupture par rapport à un niveau des mers relativement stable depuis à peu près 3000 ans. Donc, première chose, c'est quelque chose qui est différent des variations naturelles passées du climat. Deuxième approche, la compréhension du bilan d'énergie de la Terre. Donc on prend chaque facteur qu'on ajoute dans l'atmosphère, on calcule les flux de rayonnement, on calcule l'effet sur le bilan d'énergie de la Terre et on compare avec l'inventaire de l'énergie accumulée, le réchauffement de l'océan, le réchauffement des sols, la fonte des glaces, en fait c'est un transfert d'énergie, l'accumulation de chaleur dans l'atmosphère. Et en fait, c'est bouclé, c'est-à-dire on a une cohérence très grande entre la compréhension des différents facteurs du bilan d'énergie de la Terre qui permet de conclure à une influence humaine dominante. Puis la dernière chose, c'est qu'on utilise la compréhension physique du climat qui se traduit par des modèles numériques de climat à partir des lois physiques, en fait, sur le bilan d'énergie de la Terre, les flux de rayonnement, le transport de chaleur, de masse, d'humidité par l'atmosphère, par l'océan. Et donc, avec ces modèles de climat, on peut rejouer plusieurs fois l'évolution du climat depuis, par exemple, 1850. On peut le faire en prenant uniquement en compte les facteurs naturels, l'activité du soleil ou des volcans. Bien sûr, ça provoque une variabilité naturelle plus importante que celle qui est spontanée, mais ça n'explique en fait aucune accumulation de chaleur. Et puis, on peut le rejouer en prenant en compte soit l'ensemble des facteurs naturels qui perturbent le bilan d'énergie de la Terre, soit le faire un par un. Et en faisant cet exercice, on a le même résultat, c'est-à-dire on ne peut expliquer le réchauffement actuel qu'en prenant en compte l'influence humaine sur le climat. Et notre meilleure estimation, c'est que l'intégralité des 1,1 degré de réchauffement observés est la conséquence de l'influence humaine sur le climat. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une certitude. C'est un fait scientifique. C'est un fait scientifique. Voilà. Et concernant les gaz à effet de serre, vous avez parlé du CO2, de méthane également. Est-il possible d'avoir une brève explication sur leur provenance et leurs effets ? Alors, ce sont des gaz à effet de serre qui étaient présents naturellement du fait des échanges entre l'océan, la surface des continents et l'atmosphère, qui fluctuaient de manière cohérente avec les variations, par exemple, de climat entre les périodes glaciaires froides et les périodes interglaciaires douces. Et donc, nous, actuellement, on perturbe ces cycles. En particulier, donc, pour le dioxyde de carbone, c'est à 80-90% dû la hausse dans l'atmosphère à l'utilisation d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz, à la production de ciment et puis aussi à la déforestation et la destruction de zones humides comme les tourbières. Donc, en fait, du carbone qui était soit sous forme fossile, soit présent dans la biomasse, dans la végétation, rejoint l'atmosphère finalement. C'est en fait celui qui pèse le plus sur l'évolution du climat, ce gaz à effet de serre. En fait, il a un effet cumulatif, c'est-à-dire il y a une relation étroite entre le cumul de nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2 passées, présentes et futures, et le niveau de réchauffement actuel et à venir. C'est celui qui pèse le plus aujourd'hui en termes d'accumulation de chaleur.
il bouleverse en fait le cycle naturel du carbone, en particulier en provoquant l'acidification de l'océan, donc du CO2 qui rentre dans l'eau de mer, qui change son équilibre chimique en fait. Et cette acidification de l'océan, c'est un enjeu important pour la vie marine qui dépend de la présence de carbonate dans l'eau de mer pour fabriquer les squelettes, les coquilles, des petits organismes marins. Qui sont à la Par base ailleurs, de la donc, biodiversité marine. voilà, c'est ça. Et au-dessus des continents, donc on a la végétation qui absorbe aussi une partie de nos rejets de CO2. Alors certains le présentent comme un effet fertilisant. Et effectivement, on observe, en particulier du fait d'avoir plus de CO2 dans l'atmosphère, et puis aussi une saison de croissance plus longue pour les plantes, un verdissement dans certaines régions. Donc c'est le cas en particulier dans les régions froides. Il y a aussi un verdissement dans certaines régions tropicales, du côté de l'Inde ou la Chine, du fait de davantage d'irrigation et également de méthodes en fait, de reboisement qui ont conduit à observer un verdissement. Et puis à l'inverse, dans d'autres régions, en particulier quand on a des conditions particulièrement chaudes et sèches, on observe un brunissement. Et donc on voit que ce n'est pas parce qu'il y a nécessairement plus de CO2 qu'on a toujours plus de photosynthèse. Il y a aussi des limitations liées aux conditions météorologiques, l'abondance de nutriments, le stress en eau, qui va aussi interagir avec l'effet de la hausse du CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le premier facteur. Et l'évolution à venir du climat, elle va vraiment en premier lieu dépendre de ce qu'on va mettre comme quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à l'avenir. Et tant que le cumul des émissions liées aux activités humaines de CO2 augmente, le climat continuera à dériver. Donc, un des corollaires, c'est que si on veut réussir à stabiliser le niveau de réchauffement planétaire et ses conséquences directes, eh bien, une des conditions clés, c'est de parvenir à atteindre, au niveau mondial, des émissions humaines liées aux activités humaines de CO2 qui soient à zéro net, c'est-à-dire si jamais on a des émissions résiduelles, ben, on soit capable de faire le ménage, c'est-à-dire de l'enlever de l'atmosphère et le stocker de manière durable par différents procédés. Alors, le deuxième facteur qui joue le plus, ce sont les émissions de méthane. Donc, le méthane qu'on émet dans l'atmosphère a fortement augmenté ces dernières années. Et c'est en particulier piloté par des fuites de ce gaz lors de l'exploitation des énergies fossiles, en particulier le gaz fossile, le charbon. Et c'est aussi lié à l'augmentation dans le monde de l'élevage de ruminants. Et puis, il y a aussi un poids d'autres secteurs, en particulier, par exemple, la fermentation des déchets organiques. Donc, le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre qui contribue le plus au réchauffement observé aujourd'hui. Alors, il y a un effet direct, donc un gaz à effet de serre puissant, mais avec une durée de vie de l'ordre seulement d'une dizaine d'années dans l'atmosphère. Donc, c'est très différent du CO2, c'est avec une durée de vie relativement courte. Ensuite, il est détruit. Et le méthane, en fait, interagit avec la chimie de l'atmosphère, et donc il contribue, lorsqu'on en rajoute, à renforcer la formation d'ozone en surface. Et l'ozone présent près de la surface, c'est à la fois un gaz à effet de serre et un polluant atmosphérique qui est toxique pour notre santé et qui altère la croissance des végétaux. Et donc, quand on prend en compte l'effet direct et l'effet indirect, le méthane, en fait, c'est le deuxième facteur du réchauffement qui est observé. Et donc, si on réduit rapidement les émissions de méthane, là, par contre, en quelques années, on aura une diminution de sa teneur dans l'atmosphère. Ça ira beaucoup plus vite que pour le dioxyde de carbone. Et donc, si on veut réussir à limiter le réchauffement climatique, ce qu'on souligne dans les évaluations les plus récentes, c'est la possibilité d'avoir à court terme des bénéfices climat et qualité de l'air en réduisant les émissions de méthane. Et d'ailleurs, ça peut nous aider également parce qu'il y a des politiques publiques qui visent à améliorer la qualité de l'air, qui ciblent en particulier les particules de pollution qui sont toxiques pour notre santé. Mais si on émet moins de particules de pollution, on perd leur effet de masque, leur effet refroidissant comme des petits parasols dans l'atmosphère. Et donc, il y a une pénalité climat. Et c'est pour ça qu'on souligne à quel point, si on veut gagner sur les tableaux climat et qualité de l'air, il y a un potentiel à agir spécifiquement sur le méthane pour en fait effacer la perte de l'effet parasol des particules de pollution et puis contribuer à améliorer la qualité de l'air en éliminant un des précurseurs, enfin en réduisant un des précurseurs de formation d'ozone. Alors, petite précision, on entend souvent que le méthane est lié aux vaches, aux ruminants. Quel est ce lien et comment apparaît-il ? Alors, ce n'est pas seulement les vaches, c'est tous les animaux ruminants.
C'est lié à un processus de fermentation lorsque ces ruminants digèrent la cellulose qui est contenue dans l'herbe dont ils se nourrissent, ou les végétaux dont ils se nourrissent. Donc, c'est vraiment un processus de fermentation qui se produit à l'intérieur des ponces de ces ruminants et qui contribue à rejeter du méthane. Et sachant que plus le cheptel de ruminants augmente, bien plus ces émissions augmentent. Mais à côté de ça, il y a aussi des fuites de méthane associées à l'utilisation de gaz fossiles, à son transport, et puis également associées à des fuites liées dans les mines de charbon, par exemple. Mhm. Ok. De mon côté, j'ai déjà entendu quelques remarques dans mon quotidien. Ces remarques portent sur le fait que le changement climatique est un processus naturel et qu'il a toujours existé, qu'il existera toujours. On appelle ces cycles les paramètres de Milankovitch. Est-il possible d'avoir une explication là-dessus ? Oui, alors c'est en plein en lien avec mon propre travail, puisque moi j'ai travaillé à caractériser et comprendre les variations passées du climat, en particulier aux échelles de temps glaciaires interglaciaires. Donc, qu'est-ce qui est le moteur de ces grandes variations passées du climat ? Ce sont des petites variations dans la configuration de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, son orbite, la position des saisons sur cette orbite, et puis l'axe d'inclinaison de la Terre. Et en fait, au niveau planétaire, ça n'a pas tellement un effet très fort sur les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace, mais c'est juste que ça répartit différemment l'ensoleillement selon les latitudes et selon les saisons, puis après le climat y réagit avec des facteurs amplificateurs. Donc ces variations, elles sont très lentes, ces variations de ce qu'on appelle les paramètres astronomiques de la Terre, elles se produisent à des rythmes de milliers d'années. Donc on comprend bien que c'est le facteur clé des grandes variations glaciaires interglaciaires du climat. Et on est en ce moment dans une configuration un peu particulière. L'orbite de la Terre est plutôt circulaire, assez peu aplatie. Et donc, ça limite en fait le poids des autres facteurs. Donc, on est dans une configuration astronomique qui a très peu d'effet en fait, à l'échelle des siècles passés, des siècles ou des millénaires à venir. À l'inverse, donc, quand on regarde les différents facteurs qui agissent sur le bilan d'énergie de la Terre, c'est évident que c'est l'influence humaine sur le climat qui a créé depuis la révolution industrielle et puis surtout depuis les années 1950 un déséquilibre très fort du bilan d'énergie de la Terre en empêchant une partie de la chaleur terrestre de partir vers l'espace. C'est vraiment l'effet de l'effet de serre supplémentaire qu'on a ajouté. Et pour donner un ordre de grandeur, la quantité de chaleur qui rentre dans l'océan chaque année maintenant, c'est 20 fois plus que l'ensemble de la quantité d'énergie primaire consommée par l'humanité. Ça, c'est le résultat de notre augmentation de l'effet de serre et de la manière dont le climat y réagit. Donc, ça donne un ordre de grandeur, en fait, de la perturbation qu'on exerce via la modification du bilan d'énergie de la Terre, qui est colossal, en fait. Merci pour ces clarifications. Nous comprenons donc que la situation est aujourd'hui préoccupante, car elle est inédite de par son ampleur et par la rapidité de changement causée par les activités humaines. Alors, l'autre question, c'est, malgré ce constat, et vous, Valérie Masson-Delmotte, comment allez-vous ? Eh bien, en fait, en ce moment, je suis très prise pour fournir le meilleur état des connaissances possible. On a travaillé d'arrache-pied depuis 3 ans avec des centaines de chercheurs du monde entier pour passer en revue l'ensemble des connaissances et les synthétiser dans le rapport du GIEC qu'on a rendu cet été. Et donc, avec de multiples sollicitations pour en partager les points clés. Et ce que j'observe, c'est vraiment de manière spectaculaire une très grande curiosité de très nombreuses personnes, quelle que soit leur formation initiale, leur métier, l'endroit où elles vivent, leur âge. Une vraie curiosité pour comprendre finalement cette situation où nous perturbons profondément le fonctionnement du climat. Nous vivons dans chaque région avec les conséquences d'un climat qui change, des moyennes, des extrêmes. On voit bien qu'on n'y est pas complètement prêt. Et donc, il y a aussi cette grande curiosité pour ce qu'on est capable de savoir sur les évolutions à venir en fonction des choix qui seront faits et le fait de pouvoir mobiliser ces connaissances pour se préparer, pour anticiper et pour agir. Donc, comment je vais comme quelqu'un qui travaille trop, je pense, et avec cette prise, ce ressenti d'une envie de comprendre, d'une envie d'apprendre et d'une envie d'agir qui est très large autour de moi. C'est aussi quelque chose que vivent les 234 chercheurs de 65 pays qui ont contribué aussi à produire cette évaluation.
beaucoup de demandes pour mieux comprendre les enjeux et pour aussi éclairer, à partir de ces connaissances scientifiques, les actions qui sont possibles. Alors justement, on a parlé du GIEC. Est-ce que vous pouvez revenir sur qu'est-ce que le GIEC, qui le compose, quel est son rôle et son fonctionnement? Alors ça fait 4 questions en une, mais ça va nous permettre vraiment de comprendre l'origine de ces rapports. Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il a été mis en place en 1988 par le programme météorologique, enfin l'Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le GIEC fonctionne avec un petit groupe de scientifiques qui sont élus par les représentants de tous les pays et dont le mandat est de superviser la préparation de rapports qui font le point sur l'état des connaissances. Donc on est 34 en fait à superviser ce travail et on est élu pour une période de l'ordre de 6 à 8 ans. Donc moi, ça a démarré en 2015. Ensuite, pour faire ce travail, d'abord, on écoute les attentes exprimées par les représentants de tous les pays, de quel est le type de connaissances qu'ils souhaiteraient voir reflétées. Par exemple, en 2015, on a eu beaucoup de demandes de fournir des informations climatiques à l'échelle régionale, pas uniquement à l'échelle planétaire. Mmh. On a eu également des demandes pour fournir des informations sur d'éventuels points de bascule dans le système climatique, ou bien pour évaluer les conséquences d'un climat qui change sur la montée du niveau des mers. Le niveau des mers monte parce que l'océan se réchauffe et gonfle, parce que les glaciers, les calottes de glace qui stockaient de l'eau sur les continents fondent, et donc il y a davantage d'eau qui rejoint l'océan. Et donc les questions qui nous sont posées sur la montée du niveau des mers, c'est les évolutions à court, moyen, long terme, très long terme. Qu'est-ce qui est irréversible ? C'est aussi le lien entre la montée du niveau des mers, l'érosion sur les côtes, et puis le risque de submersion côtière quand on a en plus une onde de tempête très marquée. Donc ça, c'était des attentes qui nous ont été très clairement exprimées. Et donc, on prépare des évaluations scientifiques qui s'appuient sur les faisceaux de connaissances disponibles dans la littérature scientifique. Pour cela, on mobilise des centaines de scientifiques du monde entier, donc qui vont passer en revue ces éléments et puis dégager ce qui est solidement établi, robuste. Pourquoi est-ce que sur certains aspects, on a des éléments partiels, contradictoires et donc en fait des verrous en fait, à nos connaissances? Qu'est-ce qui est nouveau, émergent? Qu'est-ce qui a été confirmé? Donc c'est vraiment un travail de distillation en fait, par rapport aux activités de recherche, à chaque étude en particulier, prendre un peu de distance et puis faire le point sur l'état des connaissances et l'exprimer à chaque fois avec un niveau de confiance, donc des faits scientifiques et puis des connaissances avec des niveaux de confiance qui peuvent être très élevés, moyens ou parfois faibles quand on touche aux limites des connaissances. Chaque conclusion, elle est traçable aux publications scientifiques qui sont passées en revue et donc associées à un niveau de confiance. Les rapports du GIEC, ils mobilisent en fait une quantité incroyable de personnes. Donc, ceux qui acceptent de rédiger les rapports, les auteurs, ils y passent entre un tiers de leur temps et la moitié de leur temps de travail sur plusieurs années. Les centaines de contributeurs, donc c'est d'autres scientifiques qui vont être approchés pour fournir des éléments supplémentaires. Et puis les milliers de relecteurs. Donc chaque brouillon de rapport est relu à plusieurs reprises, donc par les personnes de la communauté scientifique qui le souhaitent, et aussi par des experts nommés pour cela par les différents gouvernements. Donc, par exemple, le rapport qu'on a rendu cet été, on a reçu en tout 78 000 commentaires en 3 étapes de relecture. Et c'est vraiment important parce que ça permet d'avoir une évaluation qui soit la plus rigoureuse, robuste, exhaustive possible, grâce à l'esprit critique, parce qu'il s'agit bien de ça, de tous ces relecteurs. Et puis à la fin, donc, on distille les choses. Donc, on a un résumé technique, par exemple, d'une centaine de pages, qui est très lu par les personnes qui sont directement en prise avec ces aspects-là dans les entreprises ou dans les conseillers techniques, en fait, dans les collectivités, dans les gouvernements. Ouais. Et on a un résumé à l'intention des décideurs qui est un texte assez court. Une fois qu'il est mis en page, là, c'est à peu près 25 pages. Donc, typiquement, 2 tables, une dizaine de figures, et puis une quinzaine de pages de texte. Et donc, ce résumé à l'intention des décideurs, il fait l'objet d'une relecture par les gouvernements, d'une approbation avec les représentants de tous les pays, phrase par phrase. Donc, c'est un super test de qualité, en fait, parce que bien sûr, si une conclusion n'est pas solidement étayée, elle peut être remise en cause.
Et donc, c'est pour s'assurer que ce qui est reflété dans ce résumé pour décideurs est solidement ancré dans l'évaluation complète et également exprimé de manière très claire. Parfois, les constats scientifiques dérangent et donc ils ne s'imposent que quand ils sont solidement établis. Mhm. Moi, je suis vraiment très contente que, par exemple, cet été, on a réussi pour la première fois à avoir une approbation de ce type en format virtuel. C'est 186 heures d'appel Zoom sur 2 semaines, avec des centaines de participants, de manière constructive. Alors, je vais donner un exemple. Au départ, nous, on s'était focalisé sur un certain type de sécheresse qu'on appelle les sécheresses agricoles, qui touchent l'humidité des sols. Mais dans le rapport complet, on abordait aussi les sécheresses associées au manque de pluie ou à un ruissellement plus faible, qu'on appelle des sécheresses hydrologiques ou météorologiques. Et en fait, dans certaines régions du monde, les types de sécheresses météorologiques ou hydrologiques sont extrêmement importantes pour les activités agricoles, en particulier en l'absence d'irrigation. Et donc, on nous a demandé, au moment de cette approbation, de rajouter des éléments qui étaient dans notre rapport complet, mais qu'on n'avait pas mis au départ dans le résumé à l'intention des décideurs. Et donc, ça illustre l'importance de ces échanges, où finalement, les besoins d'informations qui sont présents dans les différentes régions du monde doivent être considérés avec attention et être reflétés aussi dans ces résumés succincts, mais qui mettent l'accent sur finalement l'information climatique qui est pertinente pour comprendre la situation, ce qui affecte les différentes régions du monde, comprendre à quoi s'attendre, ce qui peut être mobilisé pour agir en matière de gestion de risque, d'adaptation, et puis aussi, d'un point de vue géophysique, les conditions qui permettraient de stabiliser le réchauffement à différents niveaux. Et ce processus qui est assez lourd, en fait, c'est un processus où la plupart des gens contribuent à titre volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération. Quand on est élu au bureau du GIEC, on n'a aucune rémunération, on est mis à disposition en fait, par nos employeurs. Donc moi, je travaille toujours dans les mêmes conditions que quand j'étais chercheuse à Saclay depuis des dizaines d'années. Mmh. Et puis, les auteurs, pareil, ne sont pas rémunérés. Donc, ils font ça, c'est une sorte de dévouement dans l'intérêt général, on va dire. Ce que ça leur apporte, c'est gagner beaucoup en profondeur d'analyse. Et puis, c'est également élargir en fait leurs connaissances, les approfondir, avoir un recul critique par rapport à l'état des connaissances. C'est quelque chose qui est extrêmement utile pour, par la suite, définir ces stratégies de recherche de sorte à s'attaquer en fait aux questions non résolues, aux points scientifiques qui sont en fait pour lesquels il est extrêmement important d'arriver à progresser rapidement. Mmh. Oui, vous avez tout à fait raison de le préciser d'ailleurs. On a bien vu. Oui, alors j'ai oublié de dire une chose, pardon, j'ai Oui. juste oublié de dire une chose. J'ai oublié de dire une chose qui est critique en fait. Ce processus, moi je le décris comme une co-construction. C'est quelque chose qui peut se décliner d'ailleurs à d'autres échelles. Ça se fait dans le cadre des services climatiques. Par exemple, si pour une entreprise donnée ou pour un endroit donné, on a besoin d'informations sur l'évolution du climat, de sorte à pouvoir s'appuyer dessus pour gérer les risques, pour s'adapter, pour faire des stress tests au climat. Les services climatiques, en fait, c'est vraiment un angle où justement les besoins, les connaissances des utilisateurs sont pris en compte et contribuent à construire, avec des scientifiques du climat qui connaissent bien les différentes sources d'information, leurs limites, de construire une information climatique qui soit utile pour la prise de décision, qui soit robuste. Voilà, et donc c'est un processus qui se construit de plus en plus à d'autres échelles. Et enfin, donc, sur la partie GIEC, le processus d'approbation fait que nos rapports constituent un socle scientifique commun, reconnu par tous. Et du coup, ça permet de séparer ce socle scientifique commun des négociations sur le climat. Donc, ça permet en fait de séparer les aspects politiques des aspects scientifiques. Très bien. D'ailleurs, il y a différents groupes de travail au sein du GIEC et vous êtes actuellement coprésidente du premier groupe qui s'intéresse aux bases physiques du climat. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Avec un collègue chinois, nous avons coprésidé le groupe qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Et notre rapport de 2021, c'est le premier volume d'une trilogie, avec prévu en février 2022 le rapport du groupe 2 qui porte sur les impacts, les risques et les options d'action en matière d'adaptation pour chaque secteur d'activité et pour les différentes régions du monde, puisque finalement les caractéristiques d'un climat qui change ne sont pas les mêmes partout. Et puis, en mars prochain, le rapport du groupe 3 du GIEC qui porte sur
les émissions de gaz à effet de serre, donc le constat de ce qui façonne les émissions aujourd'hui, des inflexions en cours, et puis les options d'action qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur, avec des approches qui sont transverses, qui comportent aussi toute la dimension sociale, en fait, y compris sur la structure de la consommation, par exemple. Et cela est très solidement ancré dans les deux cas pour les groupes 2 et 3, dans une réflexion sur les options d'action, pas uniquement sous l'angle climat, mais aussi sous l'angle plus largement de la soutenabilité. Mhm. Ok. Pour en savoir un peu plus sur vous, vous êtes paléoclimatologue. C'est l'étude des climats passés et leurs variations. Vous êtes entre autres directrice de recherche CEA au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, membre du GIEC et coprésidente du groupe de travail numéro 1. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat. Dans toutes ces activités, le mot qui revient, c'est climat. Est-ce que vous avez toujours été attiré par le climat ou avez-vous eu un moment ou une rencontre décisive dans votre vie? Quelle est cette inspiration qui vous a engagé pleinement sur ces enjeux? Alors, j'ai eu une rencontre via, quand j'étais lycéenne, la lecture d'un magazine de vulgarisation scientifique au centre de documentation de mon lycée, qui portait sur en fait, des progrès considérables en fait, dans les méthodes de recherche. Je me souviens, c'était au milieu des années 80, et donc il y avait un article qui portait sur la modélisation du climat, à la fois appliqué au climat passé et au climat futur. Il y avait un article qui portait sur l'observation de la Terre depuis l'espace, donc l'observation de l'évolution des flux de rayonnement et aussi du rôle des nuages. Et enfin, un article qui portait sur l'étude des carottes de glace et finalement cette masse d'informations sur l'histoire, l'évolution passée de la composition de l'atmosphère et du climat. Et donc, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a fascinée, les progrès en fait, des connaissances, des méthodes, des outils. C'est une manière en fait, d'éclairer des choses qui n'étaient pas connues jusque-là. Et donc, j'ai choisi une fois, quand j'étais étudiante, donc j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai vraiment choisi d'aller chercher un stage. Donc moi, j'avais une formation d'énergétique et de physique des fluides dans un laboratoire qui travaillait en sciences du climat. Et puis, j'avais aussi, à titre personnel, une curiosité très grande pour l'histoire, pour l'archéologie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire une thèse qui portait sur l'étude de périodes climatiques passées. Donc, il y avait plusieurs centres d'intérêt qui se sont recoupés. Et puis j'ai été embauchée comme chercheuse et j'ai travaillé sur la reconstitution de variations passées du climat en utilisant des méthodes quantitatives à partir de l'analyse d'anneaux de croissance d'arbres et de poutres de bâtiments historiques, à partir de l'analyse de carottes de glace au Groenland, en Antarctique ou au Tibet. Et puis à chaque fois en confrontant ces informations issues de climats passés à des résultats de modélisation, ce qui permet en fait de comprendre les processus physiques d'une part, et d'autre part de tester les modèles de climat par rapport à leur capacité à simuler correctement les grands traits des variations passées. Et puis j'ai aussi travaillé sur l'observation de l'atmosphère actuelle, et en particulier l'observation du transport de vapeur d'eau, à travers les mêmes méthodes, le rapport molécules lourdes et légères de l'eau, que ce qu'on utilise d'ailleurs pour analyser les carottes de glace. Bah, bravo. Et aujourd'hui, vous contribuez à tout ça. Alors en fait, c'est vraiment une recherche qui est pilotée par la curiosité. Et à côté de ça, il y a aussi, pour moi, une prise de conscience très forte du fossé entre les connaissances que ma communauté, la communauté scientifique, accumule, et puis la culture générale sur ces questions-là. Donc depuis les années 90, j'ai toujours été très impliquée dans tout ce qui permettait le partage des connaissances, les rencontres, les échanges publics, avec vraiment un dialogue dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, d'une part, j'aime bien expliquer ce qu'on fait, les résultats qu'on a obtenus, Ouais. mais j'aime beaucoup écouter les questions des gens, leur curiosité. Ça enrichit aussi ma propre recherche. Ça m'amène à m'interroger sur l'état des connaissances au-delà de mon propre petit secteur à moi. Mhm. Et voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui fait partie de mon métier. En réalité, c'est produire des connaissances sur des choses qu'on connaît mal, mais c'est aussi les partager et avoir cette écoute des questions de chacun sur ces enjeux climat. Et donc, j'ai été impliquée dans les rapports du GIEC de 2007 comme auteur principal du chapitre sur les climats passés de 2010, c'était pas 2017, c'était 2010,
Celui de 2013, j'ai coordonné le chapitre qui portait sur les climats passés. J'ai participé à la rédaction du résumé technique, du résumé pour décideurs. À ce moment-là, j'avais promis à mon mari que plus jamais je ne ferais cela, parce que ça avait pris beaucoup de temps dans ma vie personnelle, Perso, en fait, ouais. en ayant des enfants assez jeunes à ce moment-là. Et puis, on m'a demandé de candidater comme coprésidente en 2015. J'ai mis beaucoup de temps à me décider, parce que j'avais peur que ça ne prenne complètement le pas sur mes propres activités de recherche. Et en fait, j'ai accepté, j'ai été retenue, j'ai été élue, et ça a pris complètement le pas. Mais ça a été quelque chose de fascinant, de passionnant. En particulier, le fait de travailler sur plusieurs rapports spéciaux en 2018-2019, transverses à toutes les disciplines scientifiques. Et puis, le travail avec les chercheurs en sciences du climat du monde entier. C'est vraiment quelque chose qui est formidable d'intelligence collective pour passer en revue l'ensemble des travaux publiés et en dégager les points clés. Et j'ai mis en place des méthodes de travail inclusives, participatives. Et quand ça fonctionne bien, c'est vraiment une dynamique collective assez unique, je dirais. Un grand bravo pour votre engagement, qui va nous amener à la dernière partie de l'interview. Dans la première partie, nous avons compris qu'il est important et urgent d'agir aussi bien individuellement que collectivement. Dans la seconde partie, nous avons découvert que le chemin que vous avez décidé de choisir pour y arriver. Dans cette dernière partie, nous allons discuter de quelques pistes d'action concrètes. Alors selon vous, Valérie Masson-Delmotte, comment peut-on agir à notre échelle et quelles sont les 3 actions qui ont le plus d'impact positif pour votre planète? Alors, en fait, moi, j'ai, à titre personnel, 2 engagements. Le premier, c'est, dans la mesure du possible, pour moi, dans mon cadre professionnel, faire en sorte qu'on utilise au maximum, les connaissances issues des sciences du climat. Donc c'est, par exemple, faire en sorte que, sur les évolutions à venir du climat, on comprenne, quelles en sont, les implications dans chaque région, sur les caractéristiques physiques. Faire en sorte que ce soit utilisé, par exemple, dans les plans de prévention des risques, dans les stratégies d'adaptation, pour ne pas courir derrière un climat qui change en regardant dans le rétroviseur, mais regarder vers l'avant, voir ce vers quoi on va et l'utiliser pour nous adapter, pour renforcer notre résilience. Le deuxième engagement, c'est celui qui porte sur le renforcement en fait, de l'éducation, de la formation, ce qu'on appelle en anglais le climate literacy, c'est-à-dire avoir des clés pour comprendre ce qu'est le changement climatique, quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences, pour pouvoir éclairer les actions possibles pour chacun. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, toutes les initiatives qui permettent de déclencher une conversation en groupe, pas seule, mais une conversation en groupe, de parcourir ensemble un cheminement pour comprendre la situation qui est là, en fait, à quel point on perturbe le climat à l'échelle planétaire, c'est quelque chose d'indispensable. Et donc, je suis particulièrement marquée par des approches comme la fresque du climat, qui permet en quelques heures justement de s'approprier ces enjeux, d'échanger sur le ressenti que l'on a quand on a cette prise de conscience, parce que moi, je baigne dedans depuis longtemps, mais je suis bien consciente que ça déclenche tout un maelstrom d'émotions. Ouais. Et quand ces émotions ne les surmontent pas, ça peut conduire soit à un sentiment d'impuissance, soit à un déni, en fait, quand on ne voit pas tellement quelles en sont les issues possibles, ou de la colère. Et le fait d'arriver à surmonter les émotions qui peuvent être liées à l'anxiété, qui peuvent être liées à la colère, c'est quelque chose qui est fondamental pour après s'ouvrir et être renoué en fait avec le rationnel sur l'identification des leviers d'action qui existent. Voilà, donc je voulais souligner ce côté-là qui fait pour moi de manière très importante partie des processus qui permettent de se situer par rapport au changement climatique. Mhm. Et puis le dernier volet pour moi, c'est peut-être mon approche d'ingénieur qui est toujours là, c'est l'information aux consommateurs. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre, on ne les voit pas, on ne les mesure pas, et ce n'est pas indiqué sur l'étiquette Ouais. des produits qu'on achète. Donc, pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est aider à voir, c'est-à-dire avoir des informations sincères, fiables, qui permettent, chaque fois qu'on a un choix possible, par exemple qu'on souhaite acheter quelque chose,
d'avoir une information sur ce que cela implique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Il y a par exemple l'outil de l'ADEME qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais Nos Gestes Climat. Nos Gestes Climat, ouais. Voilà, qui permet en fait assez rapidement de faire ce qu'on appelle un bilan carbone personnel pour regarder à l'échelle individuelle sur les choix qu'on fait, quels sont les leviers d'action principaux. Mais il y a seulement une petite partie des leviers d'action qui sont à l'échelle de chacun, qui sont disponibles. Mais il y a aussi les leviers d'action à l'échelle des entreprises, à l'échelle des collectivités, à l'échelle des États, à l'échelle internationale, d'où l'importance des négociations internationales pour le climat, des COP, des engagements qui sont pris et puis de leur suivi. Donc, vraiment, pour moi, je voulais insister sur ce volet-là, l'information sur les émissions de gaz à effet de serre et la transparence. Et ça s'applique à toutes les échelles. Par exemple, le suivi dans chaque pays des émissions de gaz à effet de serre, donc les promesses qui sont faites au niveau international, la mise en œuvre, l'implémentation, le suivi. Et je contribue à le faire dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, où tous les ans, on passe en revue l'action de la France, en particulier pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en analysant ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et là, en faisant explicitement des recommandations pour pouvoir agir mieux. D'accord. Je peux peut-être en profiter pour placer quelques mots justement pour expliquer la fresque du climat. Bien sûr. Alors, assez rapidement, c'est un atelier ludique et collaboratif pour former 1 million de personnes sur les enjeux climatiques. Il a été créé par Cédric Riggenbach, ancien directeur du think tank The Shift Project et enseignant sur les problématiques énergie-climat. L'objectif de cet atelier est de lier les causes et les effets du dérèglement climatique au travers de 42 cartes qui proviennent des rapports du GIEC. La fresque du climat est devenue une association en 2018 afin d'assurer la diffusion la plus large possible. Aujourd'hui, le 29 octobre 2021, la fresque du climat, c'est plus de 230 000 participants et participantes, plus de 10 000 animateurs et animatrices dans 60 pays et traduit dans 25 langues. C'est un formidable outil pédagogique qui s'adresse aussi bien aux écoliers, aux étudiants, aux citoyens, aux entreprises, aux politiques, bref, à toutes les personnes qui vivent sur cette planète. La première étape de l'action, c'est la compréhension. C'est pourquoi nous vous invitons à participer à un atelier. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de l'association fresqueduclimat.org. On arrive sur la fin de l'interview. Valérie Masson-Delmotte, juste encore 2 questions. De votre point de vue, quel est donc le plus grand défi qui nous attend pour les années à venir ? Alors, de mon point de vue, pour les années à venir, c'est vraiment d'arriver à parvenir le plus vite possible à accélérer le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre partout. Alors, c'est le cas au niveau mondial, puisqu'on voit aujourd'hui que les engagements pris par les différents États, s'ils se réalisent, permettront d'éviter une forte augmentation des rejets de gaz à effet de serre dans les années à venir, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en même temps, on n'implique pas une baisse dans la prochaine décennie, alors que cette baisse, elle est vraiment indispensable si on veut pouvoir contenir le réchauffement à un niveau largement en dessous de 2 degrés ou proche de 1,5 degré. Donc ça, c'est un des défis majeurs. Et puis, même en France, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone française, il est attendu que les émissions de gaz à effet de serre en France, leur rythme de baisse double ou triple entre maintenant et 2024. Donc, comment faire en sorte d'aller plus vite, d'être plus efficace pour permettre à chacun de vivre correctement, bien sûr, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en s'appuyant sur tout ce qui peut être mis en place, donc qui touche aux pratiques de chacun en termes de choix, en termes de consommation, toutes les solutions qui peuvent être mises en place pour décarboner la production énergétique, le chauffage, les transports, la production des biens de consommation courante, décarboner les bâtiments publics, les services publics. Voilà, donc ce sont des enjeux qui sont considérables, mais qui peuvent être aussi vus comme autant de défis, des défis inédits, des défis d'une échelle inédite, mais qui sont aussi très motivants pour aborder les choses d'une autre manière, en se projetant davantage sur le long terme et sur ce qu'on souhaite construire ensemble sur le long terme. Effectivement, ces prochaines années vont être inédites et pleines d'opportunités. Il ne tient qu'à nous de les saisir. Pour terminer cette interview, nous allons réaliser un exercice de pensée. Valérie Masson-Delmotte, je vous invite à fermer les yeux et à vous projeter dans 30 ans. Nous voilà autour de l'année 2050. Comment imaginez-vous votre planète et comment va-t-elle ? Alors, j'imagine un monde où on a vraiment réussi à fortement diminuer les rejets de gaz à effet de serre. On a gagné en termes de qualité de l'air. Donc, on a moins de problèmes de santé publique liés à la pollution atmosphérique, la santé respiratoire, la santé cardiaque. Un monde où on a
construit des pratiques d'agroécologie qui permettent, dans les lieux de production alimentaire, d'avoir préservé la biodiversité, sa beauté, sa diversité, et d'assurer aussi la sécurité alimentaire en ayant des pratiques agricoles qui continuent à assurer la production alimentaire dans un climat qui a continué à se réchauffer. C'est en limitant, par exemple, les tensions sur l'eau. J'imagine un monde où on mange mieux, une alimentation qui est nutritive, saine, avec le fait d'avoir réussi à faire disparaître à la fois, comme dans les années 2020, des centaines de millions de personnes qui souffrent de la faim et de sous-nutrition, donc leur assurer une meilleure alimentation, et puis les problèmes de santé chronique associés dans le passé, donc aux 2 milliards de personnes qui souffraient de surpoids ou d'obésité. Et beaucoup des solutions, d'ailleurs, pour les enjeux portant sur la biodiversité et le climat, peuvent être résolus en ayant choisi d'avoir des pratiques alimentaires plus nutritives et plus saines partout dans le monde. Mmh. J'imagine un monde où les villes sont apaisées. Donc, des villes où les bâtiments ont été rénovés, où il n'y a plus de passoires thermiques. On n'a quasiment plus besoin de chauffage en hiver, où le chauffage est assuré par des systèmes très performants de pompes à chaleur, de chauffage géothermique. Mais il y a aussi des bâtiments qui ont été adaptés de sorte à assurer le confort d'été, même si les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus intenses. J'imagine un monde où, sur le littoral, on a anticipé dès les années 2020 sur les conséquences inexorables de la montée du niveau des mers. On a restauré les écosystèmes côtiers et du coup, on bénéficie de leurs services en fait, de protection du littoral contre l'érosion, contre les surcotes de tempête. J'imagine aussi un littoral où parfois on a mis en sécurité, on a rehaussé certaines des infrastructures stratégiques. Dans certains cas, on s'est un peu replié, c'est-à-dire on a renoncé à construire sur le littoral, on a construit un peu plus loin, de sorte à ne pas avoir des coûts énormes avec les conséquences de la montée du niveau des mers. J'imagine aussi en 2050 un monde où donc les villes sont plus apaisées parce qu'on a valorisé au maximum toutes les mobilités actives, les transports en commun, des infrastructures permettant de se déplacer avec des vélos un peu motorisés et qui permettent, au lieu d'avoir une place monstrueuse consacrée aux voitures avec leurs nuisances sonores et puis de volume, des villes qui sont plus humaines, avec plus de place pour les habitants, pour les enfants, pour jouer dehors tranquillement. Des villes aussi avec plus d'espaces verts qui permettent d'amortir l'effet des îlots de chaleur, d'amortir l'effet des vagues de chaleur plus fréquentes, avec un tissu vivant de la végétation qui permet d'absorber aussi les précipitations puisqu'on a des pluies torrentielles plus intenses, avec le réchauffement qui est déjà là. J'imagine aussi un monde où, en 2050, on a renforcé les mécanismes de solidarité pour accompagner ceux qui sont dans les régions les plus exposées, les plus vulnérables aux conséquences d'un climat qui change. On a permis à beaucoup de personnes de sortir de l'extrême pauvreté, donc ça leur donne une formidable capacité d'adaptation. On a renforcé le développement économique dans les pays qui, dans les années 2020, avaient une très grande pauvreté, permettant à chacun de vivre mieux avec l'accès à une énergie propre. Voilà, ça fait partie des choses que j'imagine pour un monde en 2050 où on s'est relevé les manches et puis on a construit des transformations profondes qui nous permettent en 2050 d'être quasiment sortis de l'utilisation des énergies fossiles. Merci beaucoup pour ces pistes d'action concrètes. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot pour conclure ? Alors, pour ceux qui seraient curieux de savoir ce qu'implique le changement climatique dans chaque région, je vous invite à aller regarder sur le site internet du GIEC, c'est en anglais ipcc.ch, l'atlas interactif qu'on a mis en place. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien en fait s'approprier les jeux de données, faire eux-mêmes leur visualisation. C'est ce qui est possible. Donc, vous pouvez regarder en fonction, par exemple, de l'horizon temporel, les prochains 20 ans, le milieu de siècle, la fin du siècle, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre ou du niveau de réchauffement planétaire, ce que ça implique dans chaque région. Et puis, ce que ça implique pour les caractéristiques du climat dont on sait que ça peut être source d'impact sur, par exemple, les extrêmes chauds, les pluies intenses ou les sécheresses, ou bien l'érosion côtière. Donc, tous ces aspects-là, vous pouvez interagir en fait avec eux et en utilisant cet atlas interactif. Super. Bon, on partagera le lien de toute façon. Valérie Masson-Delmotte, encore un grand merci.
un très bon anniversaire. Merci pour votre temps et à bientôt. Merci, bonne fin de journée. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!